Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, cette année est une année particulière, à raison de cette pandémie qui bouleverse notre société. C'est pourquoi nous avons décidé d'effectuer notre salon de la photo en version virtuelle. Cette édition exceptionnelle permettra au public de visionner sous forme d'un film une présentation complète et détaillée des dernières nouveautés de l'industrie photographique. Nous vous remercions et très bon visionnage. Bienvenue. 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 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au salon de la photo virtuelle. Nous allons commencer par Nikon, cette séquence Nikon. Donc Marcus, enseignant à la Nikon School, bonjour. Merci beaucoup de votre participation. Nous allons surtout parler un petit peu des nouveaux systèmes Z, quels sont les avantages et surtout qu'est-ce que ça peut apporter aux photographes professionnels. Bonjour Bastide, bonjour. Ça m'a fait plaisir quand vous nous avez invités. Et c'est oui, le système 7. 2018, une année après le 100e anniversaire de Nikon, Nikon a présenté son système hybride 7. C'est un grand avantage, c'est le viseur numérique avec 3,69 millions de pixels. On a une image comme une image optique. Et l'avantage quand tu as une fausse balance des plans, tu as oublié à enlever les corrections, c'est l'avantage, tu vas tout de suite. Ça c'est vraiment sensationnel, plus compact, naturellement un senseur plein format. Ouais. Ça c'est génial. Et tu entends très silencieux. Très silencieux, ouais. Des séries énormes, mais c'est pas encore de tout silencieux. Il y a une position silent où tu entends plus rien dans le concert ou dans le musée où tu oses pas photographier. Non, il faut pas photographier, mais on n'entend rien avec le réglage silent. Alors c'est que je reviens sur le système de viseur parce que beaucoup de clients disent qu'ils ne sont pas encore prêts de passer au viseur optique, au viseur numérique. Est-ce que maintenant ils font des viseurs qui sont d'une certaine qualité, où tu arrives à voir quand même quelque chose, parce que c'est que beaucoup de gens sont vraiment assez sceptiques par rapport à ça. Il faut venir chez Profot pour tester ça, parce que ce viseur est sensationnel. On a l'impression qu'on a une image optique. Okay. Et tous les avantages. Moi, j'aime photographier en noir et blanc, souvent avec ces vieux objectifs là qui sont de 1970. Donc compatible, du coup. Compatible, oui. On va parler. Grâce à la bague. Oui, voilà. Tu as la même bague, super. Okay. Ouais. Non, c'est la bague FT7. Moi, j'aime pas les raccourcis, parce que, sauf quand je sais ce qu'ils veulent dire. FT7, c'est baïonnette F. Tout 7 et normalement une bague, comme tu m'avais déjà dit, elle perd. Quelquefois on pense que ça perd la lumière. Ça perd en qualité? Ça perd pas en qualité, pas en lumière. Ça compense seulement le tirage mécanique entre une baïonnette Nikon F où le capteur est beaucoup plus en arrière et la baïonnette 7 où le capteur est 1,6 cm. Donc beaucoup plus proche de la baïonnette. Beaucoup plus proche, et c'est seulement une compensation de ça. Pour ça, tu perds ni la qualité, ni la lumière. Il y a les contacts électriques. Et l'avantage, même un objectif de 1970, je peux le mettre sans problème dessus. Ouais. Je peux photographier très rapide avec le focus peaking. Ça veut dire tout ce qui est net via rouge. Ouais. Ou jaune, bleu ou blanc dans les viseurs, très rapide, ouais. D'accord. Donc, tu me confirmes aussi que la qualité de l'autofocus aussi ne se dégrade pas. Non, avec les objectifs. Ouais, les objectifs AFS, tu les mets dessus et l'autofocus est très rapide. Ça fonctionne très bien. Il faut vraiment venir pour tester ça. Malheureusement, c'est un salon virtuel. J'aimerais bien vous passer ça, mais venez. Profot à Renan, du coup. Ok, très bien. Et on a regardé aussi là tout à l'heure par rapport au système Z7 II, donc le nouveau qui est annoncé. Ouais. Ils ont mis un double X-Speed. Racontez-nous. Là, ces appareils, quand quelqu'un a maintenant un Nikon 7.6 ou 7.7, éventuellement, il est déçu, extérieurement. Mais imagine-toi, tu achètes une nouvelle voiture,
tu lèves le capot et tu as deux moteurs dedans. Waouh! Même voiture, deux moteurs. 2 millimètres plus large et la roue ici, la molette arrière a changé un petit peu plus économique. Mais le reste, c'est à l'intérieur. 2 processeurs X-Speed. Tout plus rapide, les images par série, la mémoire tampon, jusqu'à 950 expositions, une nouvelle batterie avec 20% plus d'énergie. D'ailleurs, tous les appareils, même les appareils réflexes qu'ils ont, cette batterie EL15 peuvent utiliser cette batterie EL15C. Parce que là maintenant il y a une nouvelle. Oui, qui est cette sortie EL15C avec 20% plus 20%. d'autonomie. Pour tous les autres appareils, pour le 7.6, mais aussi pour un Nikon D850. Vraiment chouette. Donc si un client a un Nikon D750, il peut utiliser ce nouvel accu qui permet d'avoir 20% en plus. Environ 20% plus d'énergie. D'accord. Chouette, ouais. Ok, intéressant. Voilà, et là nous avons ici le Nikon D6 avec le 180-400 mm qui est un poids assez important mais qui est une vraie bête de course. Sacrée bête, hein. Ouais, en effet. Est-ce que tu penses que la série Z pourront une fois remplacer ce type d'appareil photo avec ce type d'optique? Qu'est-ce que tu penses? Pour l'instant, c'est une machine extrêmement performante. On a déjà l'avantage maintenant, l'étanchéité, ces appareils sont étanches. La rapidité d'un appareil réflexe de ce calibre est vraiment encore très fort, surtout l'autofocus. Mais on est sûr que les appareils 7, 6, 7, 7, il y a aussi une suite après. Et on va arriver. Moi, je peux rien dire. C'est bien dommage, alors, du coup. Très bien. On va parler aussi, là, des extenders, parce que là, je vois que la série Z en ont. Donc là, il y a un 4. Il y a quoi d'autre comme... Il y a ces 2 convertisseurs ou extenders sont faits pour les 7207 avec vraiment la possibilité d'amplifier là de 2 fois ou multiplier la focale du 72. D'accord, donc là on a le 1.4 et puis là nous avons ici le 2 qui me paraît vraiment petit. Oui, donc ça c'est vraiment un avantage que tu as ces 2 téléconvertisseurs dans ton sac et ton 7200 vient vraiment beaucoup plus performant. D'accord. Très bien, bah écoute Marcus, merci infiniment de ta disponibilité. Ça nous a fait très plaisir de ta participation et de Nikon aussi, bien sûr. Merci. Merci beaucoup à Profort et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès et portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Avec ce code juste là, profitez d'une promotion sur une sélection d'articles. Bonjour, mon nom est Philippe Dubois. Beaucoup d'entre vous me connaissent. J'ai travaillé longtemps pour Eizo et maintenant à la retraite, mais toujours encore actif pour présenter les produits Eizo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les nouveautés dans la série Color Etch ainsi que les logiciels utilisés pour tout ce qui est color management. Eizo signifie image en japonais, ce qui est très approprié car Eizo est spécialisé dans la production de la meilleure qualité d'image pour différentes applications. Comme vous pouvez le constater, Eizo dispose des bureaux locaux dans différents pays et continents dont la Suisse. Eizo développe des moniteurs spécifiquement pour les besoins des marchés verticaux, tels que Air Traffic Control, moniteur pour l'office, pour les hôpitaux, et Color Etch pour les créateurs d'images et vidéos. Eizo développe des moniteurs spécifiquement pour les besoins et les exigences de ces marchés. Il est important de savoir que notre qualité supérieure n'est pas due au hasard, car nous produisons tout en interne, y compris la recherche et le développement. Et ce n'est que de cette manière que nous avons un contrôle total sur l'ensemble de la chaîne. La durabilité est importante pour nous et nous en tenons compte dans le développement des produits. Bien entendu, les certificats d'énergie TCO jouent un rôle central. La longue durée de vie des moniteurs et la garantie de 5 ans sur site le soulignent également. Eizo ne fabrique pas seulement les moniteurs, mais aussi les logiciels associés.
développé en interne par notre propre équipe, ainsi que le logiciel d'étalonnage Color Navigator de la série Color Edge. Il est important que vous sachiez que si une mise à jour Windows ou Mac OS est disponible, elle est toujours compatible avec Color Navigator. La gamme de moniteurs Color Edge a remporté à plusieurs reprises les plus hautes récompenses pour la meilleure qualité d'image. Il y a des raisons à cela. Tous nos moniteurs Color Edge sont capables d'afficher à l'écran jusqu'à 1 milliard de couleurs et non les 16,7 millions de couleurs habituelles. Surtout dans la production de vidéos, les dégradés et les couleurs doivent être parfaites. Le grand espace de couleurs est crucial pour les photos de nature, car les tons tels que le bleu et le vert sont particulièrement importants dans la nature. Un moniteur avec l'espace colorimétrique Adobe S rouge vert bleu habituel d'un moniteur de bureau n'est pas suffisant. Adobe rouge vert bleu est le minimum. Nos moniteurs couvrent ce domaine à près de 100% et même plus. Votre demande d'un éclairage homogène et régulier doit être et sera prise en compte avec un moniteur Color Edge. Vous pouvez donc être sûr que vous pouvez travailler avec nos écrans Color Edge comme si vous étiez sur une feuille de papier, sans taches et nuances indésirables à l'écran. L'un des aspects les plus importants pour un créateur est la stabilité des couleurs, la température des couleurs et la luminosité. EIZO a une solution brevetée qui fait exactement cela. Car le matin, lorsque vous allumez le moniteur, il est froid. Après 8 heures, il peut être chaud. Cela peut entraîner des changements de température, de luminosité et de couleur. Des capteurs garantissent que la même image est toujours affichée correctement le matin comme le soir. Et ce, pour des années à venir. Ceci est garanti. La demande d'un noir plus profond que sur un moniteur standard est résolue grâce à une technologie spéciale dans les moniteurs CG. Surtout lorsque vous travaillez dans un environnement sombre, comme dans la production vidéo. C'est un point très important. Nos séries CG ont un colorimètre pour l'étalonnage intégré dans le cadre. Cela peut être très utile, notamment lors d'un recalibrage du moniteur, car il est possible d'automatiser ce processus. Cela garantit une qualité d'image constante et un confort maximal. 5 ans de Swiss Garantie sont 5 ans de travail sans souci, car vous devriez pouvoir vous concentrer sur l'essentiel de votre travail. Le reste, nous le ferons pour vous. Notre portefeuille de produits comprend des moniteurs pour les personnes créatives, la série CS pour les ambitieux et les semi-professionnels, le colorimètre pour le calibrage et la casquette de protection contre la lumière sont là en option. La série professionnelle CG avec la casquette de protection contre la lumière et un colorimètre d'étalonnage intégré dans le cadre. Et la série CG référence comprenant un capteur d'étalonnage de haute précision et une casquette de protection contre la lumière. Voici une petite vidéo du nouveau CS2740, moniteur pour la vidéo et la photographie. Voilà, je viens de recevoir le CS2740. À l'intérieur, tout ce qui est nécessaire pour commencer à travailler. Le moniteur est très beau, il a des connexions USB de côté et dessous les autres connexions pour l'image. Le moniteur a une dalle anti-reflet, un pied ergonomique, on peut vraiment le mettre dans toutes les positions qu'on a besoin, même en mode portrait. La casquette, elle est en option, mais on peut la commander séparément. Voici les câbles qui sont en interne. Nous avons en premier le câble suisse pour l'alimentation, un câble DisplayPort to DisplayPort, un câble USB, USB 3 et le câble le plus important, le câble USB-C qui lui permet de passer l'image, le son et aussi la charge pour votre ordinateur portable. Plus qu'un seul câble pour la connexion. Et là on voit qu'il le charge avec ce câble. Le EX4, le colorimètre qui est livré avec en option, permet de faire le calibrage avec le logiciel Color Navigator. Après chargement, on peut tout simplement suivre les explications
comme positionner la sonde sur l'écran à l'endroit où c'est indiqué, et il suffit seulement encore de starter la calibration. Voilà, la calibration finie. Le Color Navigator indique que la calibration est faite, le profil utilisé. Le Color Navigator permet aussi de faire soi-même des profils de couleurs et aussi de les envoyer à des copains pour qu'ils puissent regarder les images dans les mêmes conditions que vous. On ouvre l'image maintenant dans Photoshop et vous allez voir que les couleurs sont réelles comme dans la nature. Ceci est la même chose pour tout ce qui est vidéo. Vidéo a des profils spécifiques et si on calibre l'écran avec ces profils spécifiques, on a aussi des couleurs réelles vivantes à l'écran, ce qui permet d'avoir un résultat vraiment parfait. Et pour finir, une petite vidéo du logiciel de gestion des couleurs Quick Color Match pour vous aider à imprimer ce que vous voyez à l'écran. Super facile à utiliser avec des résultats d'impression toujours constants et parfaits. Y compris un aperçu du résultat de l'impression finie à l'écran. Aucune connaissance préalable en gestion des couleurs n'est nécessaire. Le logiciel a été développé en coopération entre Canon, Epson, Adobe et ISO. Voici une petite démo. Voilà, comme déjà dit, le programme s'appelle Quick Color Match. Il est téléchargeable sur le site ISO et il est gratuit. Le logiciel reconnaît automatiquement l'imprimante connectée. D'ailleurs, les imprimantes utilisables sont aussi décrites sur notre site iso.ch, que ce soit du Canon ou du Epson. La liste des papiers y est aussi. Quick Color Match a reconnu déjà l'imprimante connectée et aussi les papiers qui sont déjà chargés dans le programme. Nous allons choisir le Premium Glossy et maintenant il suffit que de prendre l'image et de la glisser dans la fenêtre. Quick Color Match va automatiquement ouvrir Photoshop et vous allez voir en haut à droite quels sont le profil que Quick Color Match a transmis aussi à Photoshop. Ici le Paper Semi-Gloss. À l'écran, on voit directement le preview avec ce papier semi-gloss. Si on aurait pris un papier mat, l'image aurait un aspect mat déjà à l'écran. Ça veut dire déjà comment ça sera à l'impression. Voilà, on sort de Photoshop et on va ouvrir Quick Color Match. On ouvre le driver de l'imprimante Epson dans ce cas-là et on voit automatiquement l'image sélectionnée. Là, il est tout à fait possible d'agrandir ou de réduire encore l'image, de faire ce qu'on a besoin. À droite, rien à régler. Le Quick Color Match a déjà tout mis dedans, que ce soit l'imprimante ou le papier. Il suffit plus que de imprimer et de starter l'impression. Très important aussi, on veut souvent ajouter des papiers et ceci est très difficile par internet de trouver le papier et son bon profil. Voici déjà les papiers installés, mais nous aimerions bien en ajouter. Pour ça, rien de plus simple que d'aller dans les réglages, d'aller dans les fonctions options et de dire mettre plus de papier. Alors là, on voit déjà tous les fournisseurs de papier, Hahnemühle, Ilford et ainsi de suite. Et si on va sur Hahnemühle, nous allons choisir tout simplement le Bright White et le télécharger. Voilà. Nous retrouvons le papier sélectionné, téléchargé préalablement ici dans le menu sous Photo Bright White. Tout le reste, Quick Color Match fait automatiquement. Il suffit plus que de prendre l'image, la glisser dans la fenêtre de Quick Color Match avec une autre sélection de papier. J'espère que cette présentation sur les écrans et les logiciels ISO vous a plu et vous aidera à faire le bon choix. N'hésitez pas de nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Vous trouverez la personne de contact pour votre région sur notre site www.iso.ch. Au plaisir de vous revoir, restez en forme, meilleures salutations Philippe Dubois. Avec ce code, profitez d'une promotion sur des articles sélectionnés. Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'accueillir Francine, représentante Fujifilm en Suisse romande et au Tessin. Bonjour Francine.
Bonjour Sandro, merci pour votre accueil. Merci à vous de votre présence. Alors aujourd'hui, on va parler de différentes choses de Fujifilm, dont la gamme X. Si vous pouvez un peu nous introduire dessus. Oui, alors la gamme X, c'est un système de Fujifilm de caméra hybride qui existe depuis 2011. À l'heure actuelle, nous avons 6 boîtiers et 35 objectifs. Donc c'est un modèle, c'est un équipement qui s'est beaucoup développé toutes ces dernières années. Dans les nouveautés, je vous ai amené ce qui est sorti cette année. Pour commencer, le X100V, qui est en fait le premier appareil sorti chez Fuji. Et maintenant, on en est à la 5e génération. Déjà, d'accord. C'est un appareil qui a un capteur APS-C. Toute la gamme X a des capteurs APS-C. Et celui-ci, il a une optique fixe, pas interchangeable. Donc, c'est un compact de luxe avec une optique équivalent de 35 mm f2. La nouveauté, c'est que l'objectif a été changé, qui a une bien meilleure qualité au niveau optique, qui est plus rapide aussi. Il a un écran qui est orientable maintenant et le boîtier est tropicalisé. Au niveau de l'autofocus, c'est nettement plus rapide. Il existe en 2 couleurs, 2 versions, en silver comme celui-ci et en tout noir. En tout noir. Et je vois qu'il y a en cuir. Ça, c'est Fujifilm qui les fabrique? Non. Pour les autres nouveautés, on a sorti le XT4. Donc c'est aussi une 4e génération dans un modèle tel que celui-ci. Chez Fujifilm, les appareils ressemblent à des anciens appareils. C'est aussi pour ça que les gens le trouvent déjà très beau et qu'il y a le succès. On retrouve les molettes comme on avait à l'époque. La molette des vitesses, la molette des ISO et la bague de diaphragme. Cet appareil-là est stabilisé sur 5 axes, donc on gagne 6 stops et demi pour les vitesses. Il a un écran orientable dans tous les sens. Il est aussi destiné à la vidéo. Donc il a une vidéo de format 4K jusqu'à 30 images secondes. Donc c'est vraiment de la très très haute définition. On a aussi changé les boutons pour être aussi rapide en photo qu'en vidéo. Si vous devez faire une séquence vidéo tout d'un coup et que vous êtes en photo, c'est très très rapide. Le menu aussi a été changé pour passer de la vidéo à la photo très rapidement. On a changé aussi la batterie. C'est une batterie qui a une meilleure autonomie. Au niveau des cartes, c'est des cartes SD avec 2 slots. Double slot pour celui-ci. Le viseur fait 3 600 000 pixels, donc il est très très bon au niveau de la qualité. Et il est très rapide au niveau de l'autofocus, l'écran est tactile. On a aussi des connexions USB-C pour recharger la batterie et pour travailler sur l'ordinateur. On a une prise HDMI pour tout ce qui est vidéo, qui est aussi de bien meilleure qualité. On a un vertical battery grip, donc une poignée verticale avec la possibilité de mettre 2 batteries supplémentaires. Donc on a une autonomie d'à peu près 1700 photos. Ah quand même, c'est énorme. Oui, tout à fait. Ce boîtier-là est en silver ou en noir. On a les 2 possibilités. Et puis on peut l'avoir boîtier seul ou avec un zoom. C'est des kits. Ou un kit, ouais, avec un zoom de base de 18-55 qui est stabilisé, ou un zoom 16-80 ouverture 4 qui est tropicalisé pour barouder, pour voyager, qui est vraiment très polyvalent, qui fait à peu près tout. Et qui est très léger. Oui, très léger. On a une nouveauté exclusive parce qu'il n'est pas encore sorti. C'est le XS10 qui a un boîtier un petit peu plus petit, qui a une poignée où on l'a vraiment bien en main. Il est aussi stabilisé sur 5 axes, donc on retrouve aussi de nouveau la possibilité de descendre à 6 stops. On a de nouveau un écran orientable dans tous les sens. Au niveau de la vidéo, c'est un peu la même chose que le XT4. On est aussi sur du 4K avec 30 images secondes. On a un petit flash intégré. Qu'on ne retrouve pas sur le XT4. Hein. Exactement.
Et puis là, par contre, on perd les molettes qu'on avait sur les autres, mais on a une autre molette qui est un petit peu plus standard, qu'on retrouve sur tous les boîtiers. Pour les modes, les différents modes. Ouais, on a les modes PS, AM, et puis on a aussi des modes customisés qu'on peut customiser à sa façon pour régler soi-même. Pour si on veut faire du mariage, du sport, on peut vraiment le personnaliser. On retrouve une batterie standard qu'on a sur tous les appareils Fuji, la NP126. On a une carte SD. Et cet appareil-là est aussi commercialisé avec un kit, le zoom de base, le 18-55 ou le 16-80. D'accord. Et en parlant d'objectifs, je vois sur la table 2 nouveaux objectifs. Exact. La gamme X. Exactement. Alors, on a cet objectif-là qui est sorti il y a quelques temps, le 50 mm f1.0, qui est magnifique pour tout ce qui est portrait. On a un beau qui est juste magnifique, à une profondeur de champ très crémeuse pour tout ce qui est portrait. Il est aussi tropicalisé et il est hyper rapide au niveau d'autofocus. C'est assez rare d'avoir des ouvertures aussi grandes et puis un bon autofocus. Ah oui, et puis la taille, c'est pas très lourd. C'est pas très lourd, pas très grand. Exact. Il fait quand même 825 grammes, mais... Pour une ouverture 1, c'est un bon compromis. Exactement. Et cet objectif-là n'est pas encore sorti. C'est ces prochains jours qu'il va arriver. C'est un nouveau 10-24 Mark II. Donc là, on le présente en exclusivité, c'est bien ça? Exactement. Ce modèle-là est aussi tropicalisé parce que l'ancien ne l'était pas. Et puis, il a une bague de diaphragme qu'on retrouve. On ne l'avait pas sur l'ancien. Et puis, chose qui est vraiment sympa, c'est que quand il est en automatique, on peut le bloquer. D'accord, super. Et puis là, on parle de la gamme X, mais aussi la gamme GFX. Donc, Fuji est sur l'APS-C et sur le moyen format. Est-ce que vous pouvez nous introduire un peu sur le moyen format et les modèles qu'il existe? Alors, dans le moyen format, il existe 3 boîtiers. Actuellement, c'est sorti en 2017. On a le GFX 50R, le GFX 50S qui est sorti en premier, le GFX 50R, qui sont 2 boîtiers similaires au niveau de la résolution et des performances. Donc le moyen format, c'est un petit moyen format, c'est un 33 par 44, mais c'est 1,5 fois plus grand que du plein format. Donc au niveau de la qualité, on est vraiment au top. C'est des 50 millions de pixels. Au niveau de la mise au point de l'autofocus, c'est par détection de contraste. Ces appareils-là, celui-ci a un plus au niveau de l'écran qui est orientable dans tous les sens, en vertical comme en horizontal. On a la possibilité de mettre aussi un grip vertical pour le déclencher en vertical. Et on a aussi cet adaptateur pour la visée dessus. Donc c'est le même boîtier, même capteur que le 50R. Oui. Sauf qu'il y a cette option de tilt et de pouvoir mettre un grip dessous. Hein. Exactement. Le GFX 50R, il a une visée sur le côté. Sur le côté. D'accord. Il est un petit peu plus lourd. Mais voilà, on a ces performances en plus. Et après, dans la gamme, il y a aussi le GFX 100. Alors, le GFX 100, c'est le dernier né. Alors, celui-ci, il a 100 millions de pixels. Il est stabilisé sur 5 axes. Il a un viseur électronique qui est de meilleure qualité que les 2 autres. On est à 5,7 millions de pixels. Et il a le grip qui est directement intégré, le vertical grip, et il est l'autofocus est par détection de phase, donc aussi beaucoup plus rapide. Qui différencie avec le 50S et le 50R. Oui. Et actuellement, j'ai vu qu'il y a des promotions avec le 50S. Il y a un kit spécial. Alors oui, Fujifilm Suisse a fait une grande promotion sur le 50S. Il vous l'offre avec le tilt adapteur, avec une batterie supplémentaire, avec un bon de 200 francs pour workshop et voyage avec la société Amazing View. Et vous avez encore un abonnement d'1 année pour le Swiss Premium Service
le Swiss Premium Service. C'est un abonnement qui vous permet de... C'est bien ça qu'on parle, Francis. Swiss Premium Service. Donc, depuis novembre, novembre l'année dernière, donc 2019, il y a 4 ans de garantie sur toute la gamme Fujifilm. Ouais. Et en plus, service Swiss Service Premium que vous faites et qui est offert avec le 50S. Et vous pouvez nous parler un peu de ce service premium? Alors, c'est un abonnement qui coûte 179 francs par année, mais qui vous offre, en cas de réparation, vous avez la possibilité d'être dépanné par un autre boîtier, que ça soit en Suisse ou dans le monde entier. Vous avez aussi une hotline qui répond à tous vos problèmes, toutes vos questions d'ordre technique, général. Exactement. Vous avez des rabais sur les réparations et vous avez les réparations sont beaucoup plus rapides avec cet abonnement-là que. Donc il y a un avantage quand même à faire cet abonnement. Exactement. Et hormis cette promotion, j'ai vu qu'il y a d'autres promotions sur les objectifs Fuji. Alors sur tous les objectifs de la série GFX, il y a une réduction de 300 francs qui est valable jusqu'au 17 janvier 2021. On va essayer d'en profiter. Donc, il me semble qu'on a fait un peu le tour de la gamme Fuji, du moyen format OX. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont prévues pour 2021? Alors, dans les objectifs GFX, il y a un objectif 80 mm ouverture 1.7 qui est prévu. Et puis, dans la série X, il y a un zoom 70-300 compact qui est aussi prévu au mois d'avril, mai. L'année prochaine. Super. Alors, on se réjouit de voir ces nouveaux objectifs. En tout cas, pour finir, on vous remercie d'être venu nous présenter la marque Fujifilm. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Pareil. Avec ce code juste là, profitez d'une promotion sur une sélection d'articles. Le papier Hahnemühle a toujours été exclusif, qu'il s'agisse de préserver des trésors d'art précieux ou de permettre aux particuliers et aux créatifs de trouver le papier adéquat pour donner vie à leurs idées. Tout a commencé avec le papier d'écriture fait main, suivi par le papier d'artiste et enfin l'invention des papiers fine art pour jet d'encre. Nous fabriquons toujours notre papier à partir de cellulose de haute qualité et d'eau de source pure en utilisant d'anciennes recettes et des méthodes traditionnelles. Notre principe a toujours été la qualité avant la quantité. C'est pourquoi nous nous considérons plus comme une manufacture que comme une usine. Depuis plus de 436 ans, nous fabriquons nos produits sur le même site en Allemagne, avec la plus haute qualité et un esprit d'innovation, issu de l'expérience et de la tradition. L'histoire de Hahnemühle commence en 1584, lorsque le duc de Braunschweig accorde le droit de construire une papeterie à l'artisan papetier Mertenspieß. Dans la Heilighausische Papiermühle, lui et ses descendants ont fabriqué pendant plusieurs siècles des papiers d'écriture et de documentation exclusifs. En 1886, Karl Hahne a repris l'usine et l'a rebaptisée Hahnemühle. Sous sa direction, la production de papier d'artiste et de papier de filtration de haute pureté a commencé. La première machine à papier était une machine à papier à moule, installée au début des années 1920, suivie d'une machine à papier four-drinière. Bien que la production se soit de plus en plus industrialisée, certains des papiers étaient encore entièrement fabriqués à la main. Dans les années 1970, Hahnemühle a développé la première machine à papier sans acide et archivable. À la fin des années 1990, Hahnemühle a inventé les premiers papiers Fine Art Inkjet pour la reproduction d'art et les impressions d'art. La collection numérique Fine Art est née. Le portefeuille actuel comprend une gamme variée de papiers Fine Art numérique avec différentes finitions de surface et textures. La société Hahnemühle a l'habitude de participer à des expositions pour rencontrer personnellement ses clients ou lancer de nouveaux produits. C'est pourquoi nous envisageons les salons différemment et recherchons des moyens innovants pour maintenir le contact avec nos partenaires et nos clients dans plus de 120 pays du monde entier. Pour Hahnemühle, il est important d'apporter l'art chez soi.
une galerie en ligne qui vous permet de découvrir l'expérience Hanemühle et l'univers des papiers digital Fine Art de Hanemühle. C'est un grand pas pour transférer le produit le plus analogique dans le monde numérique. Notre galerie virtuelle comprend 7 pièces différentes. Elles sont toutes connectées, mais chacune d'entre elles est désignée à l'une de nos familles de papier de notre collection digitale Fine Art ou de la ligne photo Hanemühle. Chaque salle présente les échantillons de tirage correspondants sous la forme d'une immense galerie d'images et de gros plans détaillés de la surface. Chaque image, produit ou vidéo peut être cliquée pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les formats disponibles ou les possibilités d'achat, le visiteur de la galerie peut suivre le lien intégré à la page d'accueil de Hanemühle. Dans l'espace d'accueil, les dernières innovations de produits, les événements actuels et les brochures sont présentés. Chaque brochure peut être feuilletée et téléchargée. Hanemühle a également inclus un grand écran vidéo pour donner aux photographes ou aux studios certifiés Hanemühle une plateforme pour présenter leur travail. La collection digitale Fine Art est un assortiment complet de paniers Fine Art pour jet d'encre, unique et de haute qualité, créé pour les clients qui recherchent quelque chose de spécial et veulent tirer le meilleur parti de leurs images. Avec des résultats d'impression exceptionnels et une résistance au vieillissement de plus de 100 ans, les papiers Fine Art pour jet d'encre répondent aux normes les plus élevées pour les applications artistiques et sont parfaits pour les expositions de longue durée, les collections d'art et les éditions spéciales. Pour répondre à ces exigences, des papiers d'artistes de haute qualité et ultra purs sont utilisés comme base de papier. Des feutres de laine naturelle spécialement fabriqués donnent aux papiers d'artistes leur texture de surface unique, offrant une tridimensionnalité qui renforce l'effet de l'image. Les papiers Fine Art lourds, qui sont à base de coton ou d'alpha-cellulose, obtiennent un grammage élevé, une épaisseur de papier distinctive et un toucher spécial qui augmente leur sentiment de valeur. Un revêtement jet d'encre de qualité supérieure, qui permet une reproduction impressionnante des couleurs et des détails, des contrastes incroyables et des noirs profonds, complète cet assortiment luxueux et haut de gamme de papier Fine Art pour jet d'encre. Depuis le début, en 1584, l'eau propre, les fibres naturelles, un savoir-faire de premier ordre dans la fabrication du papier et l'engagement total pour la qualité sont les fondements du succès de notre entreprise. Située dans une zone environnementale protégée, notre production, nos actions et nos décisions sont liées à des exigences légales particulières et sont toujours prises dans le respect de la nature et de l'environnement. L'utilisation responsable des ressources telles que l'eau, la pâte à papier, l'énergie et les matériaux d'emballage est une politique standard chez Hanemühle. Avec Hanemühle Bamboo, nous avons commencé à utiliser des fibres à croissance rapide et durable et nous continuons maintenant sur cette voie avec le chanvre et l'agave pour être encore plus durables et plus soucieux de l'environnement. La Natural Line fait partie de la Digital Fine Art Collection et occupe une place particulière dans notre gamme de papiers beaux-arts pour jet d'encre. Avec des papiers fabriqués à partir de fibres de bambou, de chanvre et d'agave, la Natural Line se concentre sur des matières premières exceptionnelles. Les fibres durables sont obtenues à partir de plantes peu exigeantes et à croissance rapide, qui n'ont pas besoin de pesticides. En raison de leur croissance rapide, ces plantes fournissent plus de pâte que les autres matières premières, tout en nécessitant beaucoup moins d'eau. Par conséquent, les ressources précieuses sont préservées.
Hanemuller Photo est un assortiment de base compact comprenant 7 supports de haute qualité pour jet d'encre. Que vous choisissiez les beaux-arts de base, le papier photo classique ou la toile, Hanemuller Photo a le produit qui convient à chaque besoin et est idéal pour l'impression de photos, de posters et de livres photos. Tous les supports Hanemuller Photo sont relativement minces et présentent une surface lisse, à peine texturée, ce qui les rend faciles à imprimer et à traiter. Néanmoins, la qualité d'impression est convaincante et donne les meilleurs résultats dans l'impression quotidienne. Avec une résistance au vieillissement allant jusqu'à 30 ans, les papiers sont parfaits pour toutes les applications où la plus haute qualité muséale n'est pas requise. Transformer les images en art reflète parfaitement ce que représente la Digital Fine Art Collection. Grâce à une qualité d'impression exceptionnelle et à des textures de surface uniques, un bon fichier image se transforme en une œuvre d'art impressionnante. Les couleurs sont reproduites de manière brillante. Le noir se distingue par sa profondeur. Les contrastes et les détails sont parfaitement reproduits. Des feutres de laine naturels, spécialement fabriqués, donnent une texture de surface unique au papier d'artiste, offrant une belle tridimensionnalité. Les papiers d'artistes lourds en coton et en alpha-cellulose donnent un sentiment supplémentaire de valeur et de durabilité grâce à leur poids élevé, leur épaisseur et leur toucher. En choisissant le papier parfait, non seulement une simple copie de l'image est produite, mais une véritable œuvre d'art qui renforce l'effet de l'image et qui durera pour les générations futures grâce à son énorme résistance au vieillissement. La gamme Hanemuller Photo signifie le choix de la qualité pour l'impression au quotidien. Dans l'application quotidienne, il est important d'avoir des médias faciles à imprimer et à travailler, avec une qualité d'impression convaincante et un bon rapport qualité-prix. C'est exactement ce que propose Hanemuller Photo. Qu'il s'agisse d'un papier fine art de base ou d'un papier photo classique enduit de résine, tous les supports jet d'encre Hanemuller Photo ont une épaisseur nettement inférieure et une surface lisse. De ce fait, ils sont faciles à imprimer et à traiter. Néanmoins, la qualité d'impression est convaincante et permet de produire des impressions de photos et d'affiches avec des couleurs brillantes et des noirs profonds. Dans l'impression quotidienne, une résistance au vieillissement et une longévité élevée ne sont pas nécessairement nécessaires, car l'application photo concerne plutôt des périodes à court et à moyen terme. Avec ce code, profitez d'une promotion sur des articles sélectionnés. Voilà, maintenant nous avons le privilège d'accueillir un grand voyageur, je dirais même un aventurier. Il est beau, il est aimable, il est souriant. Voici Cédric Stram. Bonjour, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes déjà rencontrés au Salon de la Photo en 2019. Racontez à nos téléspectateurs ce que vous faites. Voilà, merci Billy, merci de me recevoir. Bonjour à tous. Comme tu l'as dit, j'ai eu la chance de donner une conférence dans le cadre de votre salon l'année passée. Pour ceux qui n'étaient pas là, je suis heureux de pouvoir vous présenter un petit peu ce que je fais au quotidien. J'ai la chance d'être directeur artistique de mon agence de communication à Montreux depuis une dizaine d'années. Ça me permet d'utiliser les appareils photo et vidéo dans le cadre de mon activité au niveau professionnel, que ce soit de la photo studio ou sur le terrain directement. Et j'ai également la chance d'utiliser mes appareils à travers mes passions. Je suis photographe passionné, amateur, on peut le dire, à côté. J'aime notamment beaucoup tout ce qui a trait au monde sauvage, à la photographie animalière notamment. Et puis c'est vrai que avec des amis, on a eu la chance de partir en Amazonie notamment en 2015 pour réaliser un documentaire qui s'appelle Objectif sauvage, qui est sorti au cinéma en Suisse romande notamment. Et puis voilà, c'est vrai qu'à travers d'un côté mon activité professionnelle et puis à côté tout ce que j'ambitionne de faire à titre privé, j'ai la chance de pouvoir utiliser mes appareils en photo et en vidéo dans tout un tas de situations différentes, diverses et variées. Ok. Ouais. Puis là, je vois sur la table, vous avez un... Mais en fait, je crois qu'on va se tutoyer plutôt. C'est peut-être mieux, d'accord. Ouais. Donc du coup, tu as sur la table un R5, Canon R5. Pourquoi as-tu choisi celui-ci?
Alors, est-ce que c'est moi qui ai choisi le Canon R5 ou est-ce que c'est le Canon R5 qui m'a choisi? Ça peut sembler un peu cliché, mais c'est vrai que moi je travaille principalement avec des boîtiers et du matériel Canon depuis 2009. La sortie du 5D Mark II à l'époque qui intègre pour la première fois, on va dire, de manière semi-professionnelle, des capacités vidéo dans un boîtier DSLR. En vérité, c'était Nikon une année auparavant avec le D90 qui avait intégré ça, mais c'était plus de l'ordre du gadget. Donc quand Canon a intégré ses capacités vidéo Full HD à l'époque dans un 5D Mark II, c'était une pure révolution. C'était une sacrée révolution, tu peux y aller. J'ai franchi le cap de m'offrir ce 5D Mark II et depuis j'ai travaillé avec le Mark II, 5D Mark III, Mark IV, 5DS. T'as fait toute la série, quoi. Toute la série des 5D, également un DX, un DC d'abord, un DX Mark II. Pas encore eu le loisir de travailler sur le 1DX Mark III. Néanmoins, je connais aussi bien l'écosystème EOS R puisque j'ai eu le EOS RP. Là où tu es parti au Japon d'ailleurs pour le tester. Exactement, ouais, tout à fait. C'est un super petit boîtier. On aura peut-être l'occasion d'y revenir après. Le Canon EOS R qui est là aussi, que je possède également. Et puis, comme je le disais avant, en ce qui me concerne, moi c'est vrai que j'ai besoin de cette versatilité dans un boîtier. Je fais de la photo, de la vidéo, parfois les deux en même temps dans la même activité. Si je suis en planque pour attendre un animal, je fais basculer d'un mode à l'autre. Et puis, c'est vrai que comme je le mentionnais, j'utilise mes boîtiers aussi au niveau professionnel dans le cadre de mon studio photo. J'avais le 5DS pour cette grosse résolution, voilà, pour travailler en studio. Pixels, Et puis, j'avais le R à côté pour aller plus sur le terrain, un petit appareil comme ça. Qui a, on rappelle, le même capteur que le 5D Mark IV. Exactement, très compact, léger, du coup. tout à fait. Et du coup, finalement, quand ils ont annoncé ce R5, j'avais l'impression qu'on allait regrouper dans un boîtier un petit peu toutes ces caractéristiques qu'il me fallait. Photo vidéo. Je peux faire de la photo studio avec ceci. Je peux aller sur le terrain, je peux faire de la vidéo. Il y a tout un tas de modes vidéo qui sont plus hallucinants les uns que les autres. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler aussi brièvement. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi le R5? C'est parce que je voulais plus forcément avoir 5 ou 10 boîtiers. Je voulais avoir un boîtier. Et puis qui fait tout l'ensemble, photo, vidéo, studio professionnel, animalier. Il y a 20 images secondes en mode rafale, par exemple. Il y a sans la grippe, du coup. Sans la grippe, ouais, tout à fait. C'est ça qu'il faut préciser. Effectivement, il y a des petites choses à préciser. Mais enfin, si on va sur un boîtier de cette compacité-là, pour moi, je pars du principe qu'on va le garder sans batterie grippe. Enfin, voilà, après ça. Quel l'argument numéro 1 quand même, le fait d'avoir un mirrorless, c'est que c'est très léger et puis c'est extrêmement compact et puis voilà, ça intègre dans un très petit boîtier tout ce que j'ai besoin moi, en tant que photographe amateur, passionné et professionnel. Ok, voilà. D'accord. Et si on compare avec le R6, qui est aussi un des boîtiers qui a une très très bonne sensibilité, qui a certes moins de mégapixels, mais si on compare avec le R5, est-ce que tu aurais pu choisir aussi le R6 ou comment? Alors, j'aurais pas pu choisir le R6 parce que j'ai déjà la chance d'avoir le RP et le R. Et puis qui est beaucoup trop proche. Voilà, pour moi, le saut était pas suffisant. Néanmoins, je pense que c'est pertinent ce que tu mentionnes là. Et je pense que Canon a eu fin de nez et a très bien vu de sortir plus ou moins simultanément le R5 et le R6. Déjà, les gens vont pouvoir se dispatcher un peu les appareils, ce qui fait que la file d'attente va diminuer pour les éventuels qui voudraient partir sur le R5. Ça va désengorger un petit peu le trafic actuel. Je sais pas si la situation sanitaire qui l'exige ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de demandes pour ces R5 notamment, et puis un petit peu d'attente. Mais au-delà de ça, je pense que le R6 se positionne extrêmement bien. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas besoin de faire du studio. Tout le monde n'a pas besoin de cropper dans ses images parce qu'ils font pas forcément de l'animalier. Tout le monde n'a pas besoin d'imprimer sur des toiles de 2 mètres par 4 pour illuminer son salon. Néanmoins, je pense que tout le monde aujourd'hui a envie d'avoir cette dernière technologie, a envie d'avoir un autofocus ultra performant, d'avoir un boîtier reliable, comme on dit, enfin sur lequel on peut compter. Et puis, en ce sens, je pense que le R6 coche énormément de box pour le photographe amateur, passionné, voire même professionnel. Et c'est vrai que moi, pour mon utilisation, et comme je l'ai mentionné avant, le fait de vouloir tout mettre simultanément dans un seul boîtier, c'est pour ça que je me suis dirigé vers le R5. Le R5, d'accord. Et puis, qu'est-ce que tu penses des optiques RF, justement, qui est une nouvelle gamme, nouvelle monture? Oui, donc, j'en attends beaucoup. Je dirais que
petite révolution, ou en tout cas ce qui est notable pour moi, c'est l'ajout de cette troisième bague qu'on peut configurer comme on le souhaite. C'est-à-dire que si tout d'un coup on veut ajouter, je tiens mon boîtier fermement dans une main, j'ai pas forcément accès absolument à toutes les configurations. Si je veux rester très stable, je peux changer le diaphragme, la vitesse, les ISO. Tu peux configurer cette bague comme tu veux. Donc c'est vraiment une très très jolie innovation, si on peut l'appeler comme ça. Après, en termes de qualité des optiques, je crois que Canon, il y a plus besoin de les présenter dans ce qui est la qualité et le savoir-faire de leurs optiques. Moi, j'ai la chance d'avoir tout un parc de la série L en monture et F. J'attends évidemment beaucoup de choses de ces objectifs RF qui vont devenir la norme, étant donné que maintenant je suis équipé principalement en R. J'ai encore mon vieux 1DC, un fidèle qui est là et qui est dans mon placard que j'adore utiliser. Mais ça que pour la vidéo, ça par contre, c'est le 1DC. C'est aussi un super appareil photo, mais après, aujourd'hui, je crois que le monde a un petit peu évolué depuis 2014. Néanmoins, j'attends beaucoup de ces objectifs RF. Ceux que j'ai eu en main, j'ai pas eu la chance de tous les utiliser parce que ils sont tout neufs, ils sont tout récents. Aussi, ils ont un certain coût, il faut pas se le cacher. Donc c'est En effet. Notamment le 2870 que j'aimerais beaucoup pouvoir avoir en main parce que ouverture 2 constant, c'est vraiment un caillou que j'aimerais pouvoir tester, qui a l'air fantastique. Hormis la contrainte peut-être du poids et de la taille, mais on peut pas avoir le beurre et l'argent non plus. Mais de ce que j'ai lu, entendu ça et là, et puis de ce que j'ai pu moi-même sur le terrain constater en essayant ces quelques objectifs RF, je suis bluffé encore une fois, satisfait, largement. Néanmoins, si je peux le préciser, ce qui est intéressant et ce qui était très bien vu avec Canon pour leur monture et leur écosystème R, c'est qu'il y a cette bague d'adaptation qui nous permet de pouvoir fusionner ce genre d'optique. Moi, c'est vrai que j'ai un 600 mm f4 qui m'a coûté un rein, et on voit pas, j'en ai plus qu'un aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir continuer à utiliser mes objectifs EF sur mon écosystème R. Est-ce que je veux dire, parce que par le passé, moi j'ai eu des bagues d'adaptation, Metabones pour ne pas les nommer, pour passer d'un écosystème à un autre, et puis soit on perdait les fonctions d'autofocus, soit alors c'était pas forcément hyper valable suivant les conditions dans lesquelles on les utilisait. Donc là tu dis qu'on ne perd absolument rien. Alors, en mettant les bagues officielles Canon. J'irais même encore plus loin. Vu la pertinence et les performances de ces boîtiers R aujourd'hui, ça permet d'exploiter vraiment le potentiel de ces parcs objectifs EF dans des dimensions que j'avais pas encore pu constater, l'efficience dans l'écosystème EF traditionnel, c'est-à-dire que cette bague combinée avec une monture R est extrêmement efficace et j'ai pu remarquer avec mon 70-200 EF sériel de 8 des meilleurs rendus de piqué que ce que je peux avoir avec mon 5D Mark IV, par exemple, sur mon R5. Et point de vue autofocus? Point de vue autofocus, c'est la folie, Je trouve encore peut-être plus pertinent que sur un 5D Mark IV avec mon 70-200. Donc voilà, il faut pas avoir de crainte aujourd'hui, se dire, ouh là là, le système mirrorless de Canon, mais il va falloir que je change tout mon parc d'objectifs. Absolument pas. Il y a cette bague, évidemment, qui rajoute un petit peu de... Ce qui est normal du fait que le capteur est plus proche de la monture. Absolument. Il faut avoir cette bague-là. Néanmoins, c'est bluffant à quel point ça répond vraiment très bien. Vraiment pas. D'accord. Ok, parfait. Et, j'ai perdu ma question. Voilà. On va y revenir par rapport au système RP. Donc là, tu parlais tout à l'heure que tu avais testé ce RP au Japon. D'accord, ok. Et donc apparemment, tu étais vraiment bluffé de ce petit frère, on va dire, du système R, qui est juste là. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce boîtier-là, RP, Canon RP? Alors c'est vrai que je pense c'était, je veux dire peut-être le thème sous-jacent principal de la conférence que j'ai tenue dans votre salon l'année passée. C'est vrai que moi j'ai baigné dans cette course aux spécifications actuellement. Je veux dire, je crois que les marques se tirent la bourre. On a presque des fanbases. On défend bec et ongle la marque que l'on chérit. Ça c'est une chose. Néanmoins, je pense que cette compétition intramarque, elle est bénéfique aux consommateurs. Puis aujourd'hui, on a une chance énorme finalement de pouvoir bénéficier de spécifications absolument inédites. Et puis chaque année, voire chaque 6 mois, il y a un nouveau boîtier avec des nouvelles spécifications qui sortent. C'est incroyable.
Néanmoins, je veux quand même mettre en garde le consommateur de bien peser le pour et le contre, et puis d'analyser tout d'abord ce dont on a vraiment besoin soi-même. On a débattu un petit peu avant pourquoi est-ce que moi j'étais parti sur le système R5 au particulier, par forcément R6. On peut se poser la question aussi de savoir si est-ce que mon système R et OSR ne m'aurait pas suffi, voire même le RP que lors de sa sortie, Canon Suisse a eu la gentillesse de me le prêter, de me mettre en test pour que je fasse un test en profondeur, notamment les spécifications vidéo. Je sais qu'aujourd'hui on a tendance à vraiment beaucoup discuter des spécifications vidéo, particulièrement pour le R5. Si vous n'avez pas vécu dans une grotte les 6 derniers mois, je pense que vous n'avez pas pu échapper finalement à tout ce débat. Et puis voilà. Donc justement cette petite parenthèse, le fait qu'on dit que le R5 chauffe avec le 8K, donc on a entendu énormément de choses là-dessus. Je vais y revenir. Donc, pour revenir encore aux spécifications des différents boîtiers, je crois qu'aujourd'hui cette course aux spécifications, c'est quand même énormément d'arguments marketing. Et puis en soi, finalement, ce que j'ai réalisé en termes de vidéos au Japon, en tant que on va dire vlog de voyage ou petit montage vidéo sympathique pour mettre en avant les fonctionnalités de l'appareil, j'aurais probablement pas pu faire beaucoup mieux avec le R5. Donc je pense que c'est important quand même qu'aujourd'hui chacun se pose la question de savoir quels sont vraiment ses besoins. Et puis R5, R6, pour ça le positionnement il est très malin. Pour revenir par rapport à ce que tu disais au niveau du R5, le fait qu'il chauffe. Le fait qu'il chauffe, moi je me suis énormément renseigné. J'ai précommandé ce boîtier le jour de sa sortie parce que j'avais l'impression qu'il allait répondre vraiment à ce dont j'avais besoin. Et puis j'ai eu une attente avant de le recevoir assez conséquente qui m'a permis d'aller étudier un petit peu, d'aller étudier en profondeur vis-à-vis des vidéos, des chaînes YouTube, etc., des gens qui avaient déjà reçu le boîtier ou qui l'avaient eu en test et puis qui mettaient en avant leur constatation. Et c'est vrai que ça m'a quand même passablement inquiété. Des gens mis dans le frigo. Des gens ont mis, voilà, pour ne pas le nommer, un gars en Angleterre qui a tendance à vouloir mettre son R5 dans le frigo pour essayer de voir si ça atténuait le surchauffement. Donc, visiblement, le problème ne viendrait pas de là, c'est les problèmes sur l'enregistrement des cartes. Néanmoins, ce que je peux vous dire, moi, pour mon utilisation, j'ai pas reçu ce boîtier il y a très longtemps. Néanmoins, j'ai déjà eu le loisir de le tester quand même relativement en profondeur. Et puis, évidemment, comme tout le monde, quand je l'ai reçu, ma première volonté, c'était de dire, est-ce que ça surchauffe? J'ai beaucoup testé, j'ai switché de vidéo à photo, vidéo 8K, photo, vidéo 4K 100 images secondes, vidéo 4K fine, c'est ce mode 4K d'extrêmement bonne qualité, qui est un mode 4K magnifique vraiment. Ils ont un mode 4K de moindre qualité. Enfin voilà, j'ai jonglé d'un mode à l'autre constamment, j'ai beaucoup shooté. Et puis ce que je peux vous dire, ma constatation à moi, j'ai pas réussi à faire surchauffer la machine. Alors bon, je me suis pas amusé à faire des séquences en 8K de 30 minutes parce que j'estime que ce boîtier est pas forcément fait pour ça. Je me suis pas amusé à faire des séquences de 15 minutes en 100 images par seconde en 4K parce que même principe, je pense que c'est pas vraiment pour ça que ce boîtier a été développé. Donc j'aurais probablement pu le faire surchauffer si j'avais vraiment voulu pousser les capacités à fond comme certains l'ont fait. Néanmoins, dans mon utilisation qui correspond à mon utilisation terrain réel quotidienne, je n'ai pas réussi à le faire chauffer. Par contre, j'ai réussi à remplir les deux cartes mémoire beaucoup plus rapidement finalement que faire chauffer l'appareil. Donc voilà, j'ai été rassuré, et puis je tiens à rassurer quand même pas seulement de gens qui se posent la question de savoir. On a lu tout et n'importe quoi, notamment qui chauffait en faisant que des photos, par exemple. Encore une fois, dans mon utilisation, moi j'ai jamais eu même de symbole pour me dire que l'appareil était en train de surchauffer ou quoi que ce soit. Je l'ai jamais poussé jusque dans ces retranchements-là. Encore une fois, et comme on en discutait en préambule, je pense que pour vraiment aller en profondeur avec un appareil photo, ça prend des semaines, des mois, voire des années. Mais voilà, en tout cas, mes premières constatations sont extrêmement rassurantes. J'ai la dernière version du firmware, donc est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. J'ai une excellente carte CF Express, j'ai une excellente carte. Donc peut-être que ça change aussi quelque chose à ce niveau-là. Tu as tout pour que ça puisse fonctionner. J'ai tout pour que ça puisse fonctionner. Et puis après, je n'ai pas volontairement voulu faire chauffer la bête parce que je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Mais non, j'ai pas constaté de surchauffe à ce jour. Je pense que tu as dû
rassurer un petit peu tout le monde en mentionnant tout ça. Est-ce que j'ai une machine du lundi, comme on dit, et pas du vendredi? Ouais. Je sais pas, je veux pas dire que tous ces gens qui ont fait leur test, je veux pas mettre en doute, hein, leur Bien test, sûr, ou bien des sûr. traités de monteur, ou je Ouais, ne sais pas. ouais. Mais je crois qu'il y avait aussi un petit peu encore une fois, c'est vrai que Canon a marketé cet objet comme étant cette bête de compétition au niveau vidéo, Ouais. 8K, et puis voilà, les gens ont voulu, les attendaient un petit peu au tournant à ce niveau-là. Ok. Et puis, je pense que c'est quand même parfait pour tourner en 8K toute la journée. Soyons lucides. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup Cédric de ton partage. Merci à vous. Très très intéressant. Merci Merci beaucoup beaucoup. en tout cas encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. C'était Cédric Stram, ambassadeur Canon. Merci beaucoup et très bonne soirée. Avec ce code juste là, profitez d'une promotion sur une sélection d'articles. Bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir Gunther, qui est le représentant Sony pour la Suisse romande. Salut Gunther. Salut Sandro. Merci d'avoir répondu positivement à notre demande. Merci à vous de m'avoir invité, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de la gamme Sony, donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Tout à fait. Cet été, vous avez introduit sur le marché le nouveau boîtier A7S3. Peux-tu nous expliquer, nous introduire sur ce boîtier? Alors absolument, le 7S3, comme tu le dis, a été lancé cet été. C'est un appareil qui était fortement attendu par les vidéastes. C'est un appareil qui est en développement depuis plus de 5 ans et qui intègre des nouveautés assez significatives en fait par rapport à la deuxième version qui est sortie maintenant il y a plus de 5 ans. Donc dans les nouveautés qui sont intégrées à cet appareil, on a notamment une caractéristique qui était attendue de beaucoup de vidéastes, c'est l'enregistrement en 10 bits en 4.2.2. Également le mode d'enregistrement en 4K 120p ou en Full HD 240p. Et un boîtier qui est totalement remodelé en fait. Voilà, parce que là on parle beaucoup des vidéastes pour la vidéo, du 4K, mais il faut aussi des photos cet appareil. Alors tout à fait, ça reste un appareil photo aussi, effectivement, avec un capteur 12 millions de pixels. Alors pourquoi un capteur 12 millions de pixels? Pourquoi Sony s'est porté sur ce choix-là comme pour la deuxième version? Tout simplement parce qu'un capteur de 12 millions de pixels a des photosites qui sont plus grands qu'un capteur de 24 ou 42 millions de pixels, qui font aussi partie de la gamme. Et ce type de capteur permet de mieux capturer la lumière. Du coup, on a une montée en ISO qui est absolument incroyable sur cet appareil, jusqu'à 409 000 ISO, ce qui est assez incroyable. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Tout à fait. Donc voilà, il y a d'autres caractéristiques très intéressantes. Le boîtier a été complètement revu, donc avec un écran articulé. Un écran tactile, je me permets de le préciser, qui permet en fait de faire des changements de netteté très précis. On a la petite molette là, issue du A7R4 ou du A9, qu'on a aussi adapté là. On a une batterie de type Z, donc à forte autonomie. On a un viseur électronique à 9 millions de points, ce qui est assez exceptionnel aussi. Donc on a vraiment un viseur qui est très très net. Et puis on a aussi un autofocus intelligent en fait, qui reconnaît autant les yeux des humains que ceux des animaux, et on a le suivi de l'œil, de la mise au point de l'œil en vidéo également. Donc ça peut être extrêmement utile, par exemple dans le cas de mariage ou photo studio où il y a un certain mouvement. Oui, je peux confirmer ce suivi de l'œil qui est moi-même personnellement essayé. Voilà. Je confirme, c'est quelque chose de très technologiquement avancé, de très fiable. Voilà, exactement. Et puis pour en revenir, pour terminer, deux caractéristiques qui me paraissent principales, qui me paraissent très intéressantes aussi, c'est qu'on a une plage dynamique de plus de 15 diaphragmes. Donc en termes de gestion des couleurs, d'enregistrement des données, on peut récupérer énormément de couleurs, on peut énormément récupérer de détails dans les zones d'ombre, dans les zones de haute lumière. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Et puis un dernier point qui va certainement intéresser les utilisateurs, les futurs utilisateurs, c'est le nouveau menu. Le nouveau menu qui est beaucoup plus clair avec des couleurs. Il y a une logique qui est beaucoup plus accessible.
et une hiérarchie qui est beaucoup plus comment est-ce qu'on pourrait dire ça, oui, plus claire, plus logique effectivement pour le consommateur final. Donc on a vraiment là un appareil qui est révolutionnaire, ouais. Un super boîtier pour faire de la vidéo et autant de photos. Absolument. Mais hormis cet S3, forcément Sony fabrique d'autres appareils. Tout à fait. Peux-tu nous développer un peu la gamme actuelle qu'il y a sur le marché oui, absolument. De chez Sony? Alors, Sony, aujourd'hui, depuis un bon nombre d'années, en l'occurrence depuis quasiment 7 ans, a décidé de développer plus fortement le plein format. Donc, dans la gamme plein format qu'on a aujourd'hui, on a une structure assez simple. On a la série A7, en l'occurrence qui en est à sa 3e génération, qui est l'entrée de gamme dans le plein format, un appareil assez polyvalent, 24 millions de pixels, un autofocus assez extraordinaire qui tient la route, des caractéristiques pour la vidéo qui sont assez accessibles. Donc ça c'est l'entrée dans le monde du plein format avec un prix qui est accessible. Ensuite, on a la gamme S. Donc S pour sensibilité qu'on vient de présenter là avec le A7 S3, donc 3e de sa génération. Ensuite, on a la gamme R, résolution, qui en est à sa 4e version. Résolution, donc pourquoi? Parce qu'on a un capteur avec un nombre de pixels très élevé. En l'occurrence, on a commencé à 42 millions de pixels, enfin à l'époque à 36, on est passé à 42 et maintenant on en est à 61 millions de pixels. Donc très orienté, je dirais photo studio, architecture, ça va aussi pour l'animalier, il n'y a pas de problème. Ça c'est le 60 millions de pixels 7R4 qui est sorti il y a 1 an à peu près. Exactement, tout à fait, ouais. Et ensuite, on a un appareil qu'on a sorti, alors la première version il y a environ 2 ans et demi, c'est la série A9, orienté pro, orienté reportage sur le terrain, orienté sport et orienté mariage aussi, mais surtout orienté photo animalière. Donc très orienté sport et reportage pour les journalistes en fait, parce qu'il y a des fonctionnalités. Par exemple, on peut le voir ici. Enfin, je le montre. J'essaye de le montrer à la caméra. Alors attendez, hop, je m'en mêle les pinceaux. Il a par exemple une prise RJ45, pour le transfert de données à haute vitesse. Et ça reste une particularité de cette série Pro A9. Voilà. Alors, tout ça, forcément, ça fonctionne avec des objectifs. Tout à fait. Qu'on doit leur mettre devant. Voilà. Sony a quand même une gamme, si je me trompe pas, une 60aine d'objectifs quand même. C'est ça, effectivement. On est aujourd'hui dans l'hybride, dans ce qu'on appelle le mirrorless, dans ce qu'on appelle les appareils sans miroir ou hybride. On est la marque qui a le plus d'objectifs sur le marché avec, comme tu l'as dit, une 60aine d'objectifs qui vont du 12 mm au 600 mm. Donc c'est vraiment une force, et notre force réside aussi dans le fait que on a aussi des capteurs APS-C et on a aussi des caméras pro, donc des caméras vidéo pro, et dans l'APS-C, dans le plein format et dans les caméras vidéo pro, on a la même monture. Ça veut dire que cette 60aine d'objectifs, je peux l'utiliser à travers les différents systèmes. Et ça, on est les seuls à le faire. C'est d'une grande polyvalence. Exactement. Et puis, hormis ça, il y a aussi différentes gammes d'objectifs, comme les G-Master, il y a la version orange, silver. Qu'est-ce que c'est un peu les différences entre les deux? Alors, pour expliquer ça de manière assez simple, la série G silver ou grise est plus orientée aux consommateurs entre guillemets lambda, tant au niveau du prix qu'au niveau des caractéristiques, enfin de la finition de l'objectif. Et la série GM, donc orange, s'oriente peut-être plus aux pros qui ont besoin d'objectifs qui soient extrêmement résistants sur la longueur dans des situations particulières. Par exemple, je sais pas moi, un reporter de guerre qui a besoin de quelque chose de solide, résistant, ou dans l'animalier aussi. Donc c'est la principale différence. J'aimerais néanmoins souligner que il y a aucun compromis qui est fait dans la qualité optique de l'objectif. Ça veut dire qu'en acquérant un objectif de la gamme G, donc silver,
on n'aura pas une moins bonne qualité. Moins bonne qualité, c'est le même niveau de fabrication. En termes optique, c'est le même niveau d'exigence, exactement. Ouais. Donc on a vraiment des objectifs qui sont très, qui sont d'extrêmement haute qualité, que ce soit dans l'entrée de gamme entre guillemets, dans le moyen de gamme et dans le haut de gamme. Merci Gunther. Après avoir parlé de ces objectifs, il me semble il y a l'Alpha Universe qui est arrivé. Oui. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous introduire un peu pour ça? Oui, absolument. Alors, l'Alpha Universe, c'est une plateforme que vous pouvez retrouver sur le site Sony Suisse. Ça existe également sur les sites européens, donc Sony.fr, Sony.uk, etc. Et c'est un site qui permet d'avoir accès à certains contenus. Par exemple, on a accès à des blogs ou des rapports, ou d'aventures en fait de photographes avec qui on décide de travailler et qui vont nous montrer leur travail. Et ça, c'est des accès qu'on peut avoir en tout temps, ou est-ce qu'il y a une inscription à faire au préalable? Alors, on peut y avoir accès en tout temps. Par contre, il faut effectivement s'inscrire pour avoir une vue d'ensemble des événements. Il y a également possibilité de participer à des concours, et on organise régulièrement des événements. Et aussi, on travaille beaucoup avec des ambassadeurs de la marque qui produisent en fait leur travail sur cette plateforme. Donc voilà pour Sony Alpha Universe. Voilà, donc c'est une plateforme où on vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Absolument. Voilà, on a fait le tour de la gamme Sony rapidement. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés. Gunther, merci d'être venu. Merci à toi, super sympa. Merci à Profot. Et à bientôt. À bientôt, merci. Avec ce code, profitez d'une promotion sur des articles sélectionnés. Eh bien, nous clôturons le reportage avec le photographe Quentin Descaillés, ambassadeur d'Elinchrome. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. On s'est vu l'année passée. Tu m'as dit avant qu'il fallait interagir là-dessus, je réagis. Ouais, t'as raison. On s'est vu l'année passée lors d'un workshop que tu as effectué au Salon de la Photo 2019. Est-ce que tu peux nous parler de toi, nous parler de ton travail? Je suis photographe de portrait et de photographie commerciale. Dans le commercial, j'entends pour des entreprises en général, ça veut dire autant du reportage que de la photo de produit ou des photos de portrait des gens qui travaillent dans les entreprises. Ok. Voilà. D'accord. Alors, on va tout de suite commencer le sujet sur les nouvelles ELC 500 et 125 que tu as déjà utilisées selon un blog que nous avons fait ensemble sur le site officiel de Profot. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces nouvelles torches? Ça fait du coup depuis qu'ils sont sortis que j'ai commencé à les utiliser. Dans mon kit, du coup ils ont pris la place de mes BRX. J'ai jamais travaillé avec les LC. Ils ont remplacé la gamme BRX. Ils ont remplacé la gamme BRX, ouais. Et d'ailleurs pour moi aussi dans mon kit, du coup, parce que mes BRX, je les aimais beaucoup, mais en termes de confort d'utilisation, c'était quand même clairement pas au niveau de ce qu'on a maintenant avec les ELC, avec une interface qui est beaucoup plus agréable, des boutons qui sont faciles à comprendre et à utiliser à manier. Et qui a surtout le TTL. Il y a le TTL aussi dessus. Qui est une grande nouveauté dans la gamme compacte chez Elinchrome. Oui. C'est vrai que le TTL est arrivé d'ailleurs sur le ELD 500. On y viendra après. Et le TTL, pour des gens qui débutent dans la photo, qui ont envie de se mettre au flash gentiment, c'est vrai que c'est assez intéressant. Ça permet de faciliter un petit peu les réglages. Ils peuvent prendre une première photo. Les réglages sont déjà assez bons avec, et après ensuite passer en manuel et puis ajuster manuellement pour avoir un rendu qui convient en fait à leur vision créative, à ce qu'ils ont envie de réaliser avec les flashs. Donc c'est vraiment génial. Ok, très bien. Aussi une grande nouveauté chez Elinchrome, c'est le fait d'avoir des lampes pilotes en LED. Absolument. C'était aussi d'ailleurs le cas sur les ELD, sur le 500. Mais là je parle vraiment de la gamme compacte. Oui. Dans la gamme studio chez Elinchrome, c'est le fait d'avoir des lampes LED sur les nouvelles ELC 125 et 500, qui n'est pas plus mal pour faire aussi la vidéo. C'est clair, on peut du coup les utiliser pour de la vidéo, ce qui m'est demandé des fois par des clients, et plutôt que d'avoir à acheter un deuxième kit. Un autre kit de LED, voilà. Tu peux l'utiliser sans autre. On peut utiliser ça, alors ça va pas remplacer des LED qui sont très puissantes vraiment pour faire certains styles de vidéo particuliers ou pour faire une grosse production, on va dire, mais quand on a des besoins juste spontanés comme ça, quand on est chez un client et qu'on nous demande tout d'un coup de vite faire un petit clip vidéo, quelque chose, ce qui est pas rare, on a ces flashs-là qui peuvent aussi nous dépanner, parce qu'en plus ils ont aussi la LED qui a du coup une température de couleur du jour, donc 5500 Kelvin. 5600 Kelvin. 5500, 5600. On y est presque. Mais bref, on arrive à travailler avec et mélanger ça avec la lumière ambiante du jour.
D'accord, ok. Et là, je vois que tu as porté ton bridge. Oui. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Est-ce que tu peux parler de ce petit objet aux téléspectateurs qui ne savent pas, ou du moins pas encore? Alors le bridge, ça nous permet en fait de travailler du coup avec l'application d'Elinchrom disponible pour macOS et pour Windows, et on peut contrôler grâce à ça en fait les flashs à distance. Alors avec les LC, c'est particulièrement bien intégré, l'interface ressemble beaucoup à ce qu'on a sur les flashs. Ouais. On a en plus les petits logos de couleurs sur les côtés des flashs. Donc on arrive. Tu peux choisir en fonction du groupe. On peut choisir en fonction du groupe et du coup les repérer facilement dans l'application. Et ça c'est chouette. On peut tout contrôler à distance quasiment. En tout cas tous les réglages principaux et nécessaires. Et on peut même enregistrer des setups. Tu peux les enregistrer aussi. D'accord. Donc si tu vas faire un reportage dans une entreprise, tu peux du coup enregistrer les pré-réglages. Ouais. Donc, sur ce système-là. D'accord. Si je prends deux setups chez un client en entreprise, c'est pas rare qu'on me demande d'avoir une photo un petit peu plus lumineuse, ou par exemple on pourra découper le fond pour avoir uniquement les employés ou les personnes sur un fond transparent, et puis en avoir un autre qui est un petit peu plus qui a un peu plus de caractère. Et du coup je peux installer tous mes flashs dans la place, dans l'endroit où je vais faire les photos, enregistrer chacun des setups et ensuite depuis mon ordinateur recharger un setup ou l'autre, ce qui m'évite d'aller sur chacun des flashs ou sur mon appareil pour contrôler. Et en plus de ça, même pour les photos de produits, c'est génial de pouvoir tout contrôler à distance, parce que ça m'évite de toucher les flashs, donc d'éviter de déplacer ma lumière. Et si on utilise Capture One par exemple, on peut même déclencher son appareil à distance, donc on évite de toucher absolument tout. On touche ni l'appareil ni les flashs, rien du tout. Et c'est vrai que pour moi, c'est un côté confort qui est agréable. Absolument. Je peux vraiment tout faire depuis mon ordinateur, et ça c'est un très gros avantage. Ok. On parlait du TTL, et c'est vrai que le TTL est compatible uniquement avec ce Skyport Pro. Oui. Donc en fonction de la marque, donc c'est toujours important de préciser. Est-ce que tu l'utilises plus celui-ci, ou est-ce que tu as plus tendance à utiliser le Skyport Plus qui est limité aux 250e de seconde? Alors moi j'ai tendance à utiliser plutôt le transmetteur Pro. C'est vrai que j'ai pris très vite l'habitude d'utiliser celui-là. C'est en plus, sauf erreur, le premier que j'ai eu après l'ancien Skyport qu'on a tous connu avec la petite antenne. J'ai commencé à l'utiliser quand j'ai passé sur le ELB 500. Sur les ELB, d'accord. Voilà, parce que du coup il y a à mes yeux beaucoup d'avantages qui font que vraiment il est très intéressant par rapport à l'autre. On a déjà l'écran, on a la molette, du coup les réglages sont hyper faciles à faire, on n'a pas besoin d'aller derrière le flash pour contrôler à quelle puissance on est, on peut juste regarder sur notre écran, sur le boîtier, ajuster à distance. Si on est en extérieur, c'est génial. En studio, on n'a pas besoin de se déplacer, on est tous flemmards, donc on se comprend. Et puis en plus de ça, comme tu dis, il y a aussi la possibilité du HSS, du TTL avec, parce que sur l'autre, effectivement, qu'on est limité en termes de vitesse de synchro par rapport à la vitesse du boîtier. Avec celui-là, du coup, on est limité à un 8 millième de seconde. Ce qui est déjà pas mal. On peut déjà s'amuser avec. Et le HSS, souvent, il est un petit peu vu comme le TTL, un petit peu mal compris, ou c'est souvent un petit peu vu comme un gadget, alors qu'en vrai, ça a énormément d'avantages. C'est pas juste pour des personnes qui ont envie de shooter en extérieur à f1.4. Ça peut être effectivement le cas. Ça nous évitera, par exemple, d'avoir à utiliser un filtre ND. Mais ça peut aussi avoir d'autres utilisations. En extérieur, pour ma part, ce que j'apprécie, c'est que oui, effectivement, je peux besoin de filtre ND, puisque ça me permet d'avoir justement la liberté totale sur mes réglages. Si je suis chez des clients et que je remarque que j'ai envie de mélanger quand même un petit peu avec la lumière ambiante, je peux complètement soit la laisser apparaître un petit peu ou la bloquer en ajustant librement la vitesse d'obturation. Et puis dernière chose, pour la photo de produit, si on veut pouvoir figer du mouvement, on n'a pas besoin de se soucier de la durée de l'éclair du flash. Tout se fait sur l'obturateur. On peut tout jouer sur l'obturateur en allant à un 8 millième de seconde, et on peut figer la majorité des mouvements. Et pour ça, c'est vrai que c'est absolument génial. Ok. Venons au sujet des ELB 500. Est-ce que ça, c'est un appareil que tu as déjà utilisé? Plus en extérieur? Tout le temps. Ou alors en studio aussi? Parce que j'ai entendu dire qu'on pouvait aussi l'utiliser en branchant avec la prise secteur. Absolument. Ça ne va pas abîmer, du coup, la queue? Ouais. Okay. Et c'est vrai que, du coup. Ça, tu confirmes ça? Je confirme. En tout cas, dans le sens que voilà. À ma connaissance, en tout cas, ça abîme pas la queue. Après, il faudrait contrôler sur le site d'Elinchrom pour en être sûr, mais ça doit être le cas. En plus de ça, oui. Donc, en tout cas, ce que je peux confirmer, c'est qu'on peut l'utiliser en même temps qu'il est en charge. On peut le laisser brancher et l'utiliser, contrairement à pas mal d'autres produits dans le même style. Et ça, c'est vrai que c'est absolument génial. J'utilise beaucoup, pas qu'en extérieur, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, mais aussi en intérieur et en complément des LC. Donc clairement, tu peux sans autre mélanger.
Enfin, tout le système Elinchrom est compatible avec quasiment toutes les torches. Enfin, et d'ailleurs, même toutes les torches. D'ailleurs, une chose qui est très intéressante que souvent les gens ne savent pas, c'est que les valeurs de puissance qu'il y a sur les flashs chez Elinchrom sont toutes les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut reprendre un vieux style RX, l'échelle des puissances sera la même que sur les nouveaux LC. Donc, un style RX qui est à par exemple à 4.3 au niveau du réglage, si on le place au même endroit que le LC, avec la même puissance, on aura la même chose. Le 4.3 correspond complètement. Eh bien, tu m'apprends quelque chose du coup, donc c'est intéressant. Donc oui. Donc du coup, je les emploie en complément. En plus, ils sont tout petits, tout légers. On peut les mettre dans nos sacs sans problème. Moi, souvent, je sépare la batterie du reste de la torche. Et ça, c'est vrai que c'est génial. J'aime un petit peu moins le format où on a tout ensemble, même si ça peut aussi être pratique. C'est vrai que ça a pas mal d'avantages. D'accord. Et dernier sujet, c'est par rapport aux façonneurs. Oui. Est-ce que parce que c'est qu'il y a la gamme Snaplux qui est arrivée il y a pas longtemps, il y a la Rotalux, les gammes Rotalux ainsi que Leitmotiv. Est-ce que tu as une préférence entre les trois gammes? J'ai pas spécialement de préférence. Je trouve que c'est un petit peu, ça dépend un petit peu du job qu'on va avoir au final. Voilà. Ça dépend aussi du budget, parce que il y a une différence de budget, il y a une différence aussi en qualité de fabrication. Les Snaplux sont un petit peu moins chers, mais sont très intéressantes pour des gens qui commencent et qui n'ont pas forcément envie d'investir trop. Parce qu'il y a la grille qui vient avec, donc le nid d'abeille directement inclus. Ce qui n'est pas le cas des Rotalux. Ce qui n'est pas le cas des Rotalux. Là, c'est en accessoire. Voilà. Et en plus de ça, elles sont faciles à ouvrir et sont super transportables. Comme les parapluies. Donc ça, absolument. Sauf qu'on a l'avantage d'avoir une bague qui s'accroche au flash, donc ça reste bien en place. Et si on travaille en extérieur, c'est vrai que le parapluie, des fois, on a peur qu'il s'envole. Ça reste raccroché au flash et il n'y a aucun souci. Ok, intéressant. Parfait. Bon, en tout cas, merci infiniment, Quentin, de ton temps. Avec plaisir. C'était vraiment très plaisant. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis durant ce reportage complet pour le Salon de la Photo virtuelle. On vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao. Avec ce code juste là, profitez d'une promotion sur une sélection d'articles. Quentin, je vais te montrer comment monter une Snaplux rapidement. Ok. Tu vois? Ouais. C'est très simple. Et voilà Quentin. Quentin? Quentin? Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas.